Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. James et Rebecca traversaient un mariage fait de silence. Il n'y avait ni dispute, ni infidélité avouée, juste une déconnexion grandissante, comme s'ils évoluaient dans des mondes parallèles sous le même toit. Les voyages annuels restaient une tentative de se retrouver. Cette année-là, c'était l'Italie, une promesse faite à la fin de l'année précédente. Un projet attendu avec une certaine excitation. Mais quelques jours à peine avant le départ, James fut convoqué pour une mission inattendue à Atlanta. Le siège de Nextback exigeait qu'il présente un projet stratégique à un client majeur du secteur alimentaire, sur le point de rompre leur contrat. C'était une véritable opportunité de promotion. Il expliqua tout à Rebecca, espérant son soutien, peut-être une suggestion de reporter le voyage, mais elle ne lui offrit rien de tout cela. Rebecca écouta en silence, croisa les bras et répondit simplement « Alors, vas-y, j'y vais aussi. Tout est déjà réservé. » Elle prononça ces mots sans lever les yeux. James resta là, à fixer le visage de la femme avec qui il avait partagé plus de 10 ans de sa vie, cherchant à comprendre s'il restait encore quelque chose entre eux. Elle quitta la pièce et retourna à son téléphone, comme si cette conversation s'était terminée avant même d'avoir commencé. Et peut-être que c'était vraiment le cas. Il s'envola pour Atlanta le lendemain matin, l'esprit partagé entre le devoir et un profond malaise. Son équipe l'attendait pour 3 jours intenses de réunions et de présentations. Le projet qu'il défendait consistait en une reformulation d'emballage axée sur la durabilité et la réduction des coûts logistiques. S'il parvenait à convaincre les dirigeants, Nextback conserverait non seulement le contrat de plusieurs millions de dollars avec Foodstream, mais ouvrirait aussi des portes dans d'autres divisions. James se donna à fond. Il dormit peu, passa en revue les données, anticipa les questions et mena les débats avec assurance. À la fin du 2e jour, le directeur de Foodstream lui serra la main et déclara « C'est d'accord, nous maintenons le partenariat. » Ce fut un soulagement. Il aurait dû être heureux. Mais de retour dans sa chambre d'hôtel, il s'assit sur le bord du lit et contempla son reflet dans le miroir. Le sentiment de victoire était trouble. Il lui manquait quelqu'un avec qui le partager. C'est cette même nuit que la photo est arrivée. Un ami de la ville, qui voyageait également en Europe, la lui envoya par téléphone. On y voyait Rebecca, assise à la terrasse d'un restaurant à Rome, un verre de vin à la main, riante avec un homme à la barbe courte vêtu d'une chemise. David, le même professeur de l'école où elle travaillait, celui que James avait surpris échangeant des messages ambigus plusieurs mois auparavant. Elle avait juré que ce n'était que de l'amitié qu'il exagérait. Mais cette image ne laissait aucune place au doute. Ils étaient si à l'aise, si proches, que seul quelqu'un voulant se voiler la face aurait pu y voir de l'innocence. James fixa l'écran pendant de longues minutes. Le bruit de la climatisation était le seul son qui emplissait la pièce. Il songea à appeler, à écrire, à la confronter, mais sentit en même temps que cela n'en valait plus la peine. À cet instant, il comprit que quelque chose s'était brisé. Et le plus triste, c'est que cela ne le surprenait pas. Ce n'était que la confirmation de ce qu'il ignorait depuis trop longtemps. Il rentra chez lui 5 jours plus tard, après avoir finalisé son rapport, présenté les résultats au conseil d'administration et reçu les félicitations officielles pour la négociation. Son patron lui parla d'une promotion. Il le remercia, mais garda le même ton, ferme en apparence, brisé à l'intérieur. Il arriva à la maison, une valise à la main et un poids sur le cœur. Rebecca était là,
sur le canapé. Ses cheveux étaient attachés. Son ordinateur portable sur les genoux, comme si de rien n'était. Elle le regarda, esquissa un sourire du bout des lèvres et dit simplement « Salut, comment ça s'est passé ?» James répondit par un simple « Bien ». Pas un mot sur le client, sur sa réussite, sur les efforts qu'il avait fournis. Pas de questions sur Atlanta. Elle ne semblait ni curieuse ni coupable, juste indifférente. Elle raconta que son voyage avait été formidable, que Rome était magnifique, qu'elle en avait eu besoin. Elle ne mentionna pas David, n'essaya même pas de dissimuler la froideur avec laquelle elle décrivait ses quelques jours d'absence. James l'observait parler. Sa voix semblait automatique, comme celle de quelqu'un qui relate une expérience vécue avec une autre personne en prétendant être seul. Il attendit un peu, se demandant si elle ajouterait quelque chose, mais rien ne vint. Elle se replongea dans son ordinateur et dans ce geste si simple, James comprit que la fin avait déjà eu lieu, sans même qu'elle s'en soit aperçue. Ce qui restait n'était que la formalité de deux étrangers partageant le même toit par inertie. Il monta à l'étage, prit une douche, regarda son visage dans le miroir et décida qu'il ne mettrait plus jamais sa propre paix au second plan pour quelqu'un qui ne montrait même aucun intérêt pour ses réussites. La trahison n'était pas seulement dans la photo, elle était dans l'absence de questions, dans le manque d'empathie, dans la manière dont elle faisait semblant que tout allait bien. La plus grande douleur n'était pas ce dîner à Rome. C'était de rentrer à la maison, l'âme épuisée, et de réaliser que, pour elle, qu'il soit revenu ou resté là-bas, ne faisait aucune différence. En sortant de la salle de bain, James contempla son reflet quelques secondes et décida que ce silence ne pouvait plus durer. Il descendit d'un pas ferme et trouva Rebecca assise sur le canapé, son ordinateur sur les genoux. Elle lui jeta un regard rapide, puis ses yeux retournèrent à l'écran, comme si de rien n'était. « Pourquoi David était-il avec toi en Italie ?» lança-t-il sans détour. Elle se figea, ses mains s'immobilisèrent sur le clavier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» tenta-t-elle pour gagner du temps. « Tu sais très bien. Pourquoi était-il là-bas? Pourquoi as-tu passé des jours avec lui sans me le dire? C'est pour ça que tu préférais y aller seule? Tout était déjà arrangé? » Elle prit une profonde inspiration et referma doucement son ordinateur, comme si ce geste pouvait la protéger de la vérité qui allait éclater. « Je l'ai rencontré par hasard. Je ne savais même pas qu'il allait en Italie, » répondit-elle d'une voix tremblante. James fit un pas en avant, les yeux fixés sur les siens. « Par hasard? Vous travaillez ensemble, vous vous parlez toute la journée, et tu veux me faire croire que, par hasard, il s'est retrouvé à Rome aux mêmes dates, sur le même itinéraire? Épargne-moi ça. » Rebecca resta silencieuse un instant, puis passa une main sur son visage, frustré. « Tu exagères, tu es dramatique. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je savais que tu réagirais comme ça, que tu serais jaloux, que tu tirerais des conclusions. J'ai vu une photo, Rebecca. Vous deux, riant comme pour une seconde lune de miel. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une observation. Et tu n'as même pas eu la décence de m'avertir. Attenissi. Elle détourna le regard. Un nœud commençait à se former dans sa gorge. Tu sais déjà ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Demanda-t-il, la voix plus basse mais toujours ferme. Quoi? Murmura-t-elle. Il n'y a que toi qui ne réalises pas que ton mariage est terminé, répondit-il directement, las. Rebecca mit ses mains sur son visage. Elle pleura, mais ce n'était pas un cri de surprise.
C'était celui de quelqu'un qui voyait enfin les conséquences frapper à sa porte. Ce n'est pas comme ça, James. Je ne voulais pas y aller seul, je te le jure. Quand tu as dit que tu n'irais plus à cause du travail, je me suis senti abandonné. Et puis David a entendu la conversation au travail. Il a dit que si je voulais, il pourrait m'accompagner. J'ai accepté. J'allais y aller seul. Mais c'est arrivé, dit James en fermant les yeux un instant. Tout cela était pire qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas le hasard. C'était un choix qui comblait la lâcheté. Sans un mot de plus, il fit demi-tour, monta dans la chambre, ouvrit la valise qui n'avait même pas encore été défaite et prit quelques vêtements. Il traversa le couloir, entra dans la chambre d'amis et ferma la porte. Il voulait de la distance, avait besoin de dormir, non pas pour se reposer, mais pour se réveiller dans un nouveau chapitre. En lui, il n'y avait plus de doute, seulement la confirmation que la fin avait commencé bien avant ce voyage. Et cette nuit-là, en dormant dans une autre chambre de sa propre maison, il décida qu'à partir de maintenant, plus rien ne serait jamais pareil. James se réveilla avant le réveil, le corps fatigué, mais l'esprit déterminé. Il enfila les premiers vêtements qu'il trouva et sortit sans bruit. Il prit la voiture et se rendit dans un café près de l'entreprise. Il commanda un café fort et un pain simple, du genre qu'il mangeait rarement, et s'assit là, regardant son téléphone pendant quelques minutes. Il prit une profonde inspiration, ouvrit l'application des contacts et chercha le numéro qu'un collègue lui avait recommandé des mois plus tôt, lors d'une conversation anodine sur les divorces. Le téléphone sonna 2 fois avant que l'on ne décroche. Il parla d'une voix ferme, expliqua la situation, exposa les faits sans se poser en victime, mais en précisant bien qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il dit qu'il voulait engager la procédure de divorce le plus rapidement possible. L'avocat lui demanda quelques documents et accepta de tout préparer. Après avoir raccroché, il ressentit un étrange mélange de soulagement et de finalité. C'était comme signer la clôture d'une longue phase de sa vie, avec tout ce qu'elle avait apporté, les joies, les frustrations, et maintenant, ce poids d'un détachement forcé. Il rentra à la maison en fin d'après-midi. Rebecca était dans la cuisine, remuant quelque chose sur le feu. Il entra et dit, sans détour, « J'ai appelé un avocat ce matin, il va préparer les papiers du divorce. » Elle se retourna, le visage surpris, la cuillère encore à la main. « Comment ça? Tu as déjà parlé à un avocat? »« Oui, » répondit-il sèchement, « et je veux que ça se termine vite. » Elle s'approcha de lui, la voix étranglée. « James, s'il te plaît, c'est une exagération. Nous sommes blessés, confus, mais nous n'avons pas besoin de faire ça comme ça. Donne-moi une chance de réparer les choses. » Il croisa les bras, la regarda droit dans les yeux et dit, sans changer de ton, « Je ne dépenserai plus un centime pour toi. C'est pourquoi je resterai ici jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Si tu veux rester, reste. Si tu veux partir, pars. Si tu veux courir après David, vas-y. Ta vie ne me regarde plus. » Rebecca se mit à pleurer. Elle tenta de s'approcher, mais il recula. « Ça ne sert plus à rien. Tu as fait tes choix. Maintenant, assume les conséquences. » Les semaines qui suivirent furent mécaniques. 2 étrangers dans la même maison. Ils ne se disaient que le strict nécessaire, évitaient le contact visuel, dormaient dans des chambres séparées, derrière des portes closes et des silences plus bruyants que n'importe quelle dispute. L'avocat fut rapide. La procédure se déroula sans heurts, sans bataille judiciaire, ni querelle sur les biens. Ils décidèrent de vendre la maison
et se partagèrent la somme. Il loua un petit appartement pratique près du siège de Nexpac. Rebecca, elle, retourna vivre chez sa mère. Elle dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Il lui répondit simplement qu'il espérait qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. La semaine même où il signa les papiers du divorce, James reçut un appel du conseil d'administration. Le poste de directeur de la filiale de Munich était vacant. Il lui faisait confiance, il le voulait là-bas. Il répondit en moins d'une heure, accepta, vendit sa voiture, résilia le bail de l'appartement qu'il venait de louer et fit ses valises. Cette fois, il partit sans se retourner, sans promesse, sans adieu. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il allait enfin vers lui-même. Munich l'accueillit avec une certaine étrangeté. Tout était différent. La langue était difficile au début. Les supermarchés, les habitudes, les visages, tout semblait étranger, y compris lui-même. Les premiers jours, il se plongea dans le travail. Il évitait le vide en s'occupant de feuilles de calcul, de réunions et de tâches qui lui faisaient oublier. Le soir, il marchait dans les rues en silence, à l'écoute de ses propres pensées. Lors d'une de ses promenades sans but, il s'arrêta devant un stand de fleurs. Un vieil homme aux cheveux blancs arrangeait les pots avec patience. James acheta un petit bouquet pour son appartement. L'homme le remercia et engagea la conversation. Il s'appelait Walter. Il avait 72 ans, veuf depuis 2 décennies. Il parlait de sa femme comme si elle était encore là, racontait des histoires avec une lueur dans les yeux et disait que le véritable amour survit à l'absence. James se surprit à y retourner presque tous les jours, non pas pour les fleurs, mais pour les conversations, pour la sagesse simple de cet homme qui avait souffert mais ne s'était pas endurci. Un jour, Walter lui dit: Recommencer, ce n'est pas oublier James, c'est choisir de vivre à nouveau. Ces mots restèrent gravés en lui. Quelques mois plus tard, il rencontra Catherine, sa nouvelle assistante. Elle était intelligente, discrète et possédait une gentillesse qui n'envahissait pas, mais accompagnait. Tous deux avaient des passés compliqués. Aucun n'était pressé, mais entre les réunions, les cafés partagés et les échanges sincères, quelque chose de léger naissait, un lien qui se développait sans pression, sans crainte. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire l'idée de confiance, pas à pas, sans fantasme, sans masque. Juste deux personnes prêtes à découvrir s'il était encore possible d'aimer après tant de pertes. Au fil du temps, James commença à se sentir chez lui à Munich. Il connaissait les itinéraires, les meilleurs cafés, et quelques voisins le saluaient par son nom. La connexion avec Catherine grandit naturellement. Rien n'était forcé. Ils partageaient de petites routines, une sortie au marché, un dîner détendu, une conversation sincère après une journée difficile. Ils ne parlaient pas du passé avec ressentiment, seulement avec la maturité de ceux qui avaient compris que la vie est faite de cycles. Et tous deux, par des chemins différents, étaient prêts à construire quelque chose de sain, de léger et de sincère. Catherine tomba enceinte 2 ans plus tard. La nouvelle arriva un dimanche ordinaire, avec un test acheté par hasard, juste pour vérifier. Elle tremblait en le lui annonçant. James, en silence, lui prit la main et sourit. Il sentit qu'il était là où il devait être. L'arrivée des jumelles changea tout. L'appartement fut remplacé par une maison en périphérie de la ville, avec un petit jardin et des chambres colorées. Il réduisit sa charge de travail pour accompagner les premiers mois de ses filles. Il se mit à admirer la délicatesse de Catherine en tant que mère.
sa patience durant les nuits, son attention aux détails. Le week-end, il rendait encore visite à Walter, emmenait les filles avec lui, et le vieil homme souriait des yeux chaque fois qu'il les voyait. Il disait que la vie était généreuse avec ceux qui ne s'endurcissaient pas, et voir James là, avec une famille, après tant de douleurs, était la preuve que l'amour recommence quand on cesse de chercher l'ancien et qu'on embrasse le nouveau à bras ouverts. 9 ans avaient passé depuis la rupture, et la vie était déjà différente. Nexpac, désormais sous sa direction, décida d'ouvrir son nouveau siège mondial à Chicago. La proposition lui parvint comme une invitation directe de la présidence. James, maintenant directeur, aurait une liberté totale pour constituer son équipe et concevoir la nouvelle branche stratégique de l'entreprise. Catherine et lui en discutèrent calmement. Les filles avaient 6 ans. Ils parlèrent des écoles, de l'adaptation, de la distance avec la routine qu'ils avaient construite, mais à la fin de la conversation, Catherine dit « Si c'est important pour toi, nous le ferons. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Ils retournèrent aux États-Unis au début du printemps. James posa le pied sur le sol américain avec une nouvelle assurance. Il n'était plus l'homme blessé qui avait quitté le pays des années auparavant. C'était quelqu'un de reconstruit, avec des cicatrices guéries, mais encore assez visibles pour se souvenir d'où il venait. Chicago était animée, bruyante, pleine d'opportunités. Il se lança dans le projet du nouveau siège avec enthousiasme, constitua son équipe avec soin, se réhabitua au rythme américain, retrouva d'anciens collègues. Certains furent surpris de sa présence, d'autres le regardaient avec admiration. James était devenu une référence. Un soir, en sortant du bureau, il décida de se promener dans l'ancien quartier où il vivait avec Rebecca. Le quartier avait changé, mais certains détails subsistaient. Le kiosque à journaux, le parc du coin, le café de l'avenue. Il passa devant leur ancienne maison. Elle était à vendre. Il resta là quelques secondes à observer. Aucun sentiment de douleur, juste un souvenir lointain, comme une vieille photo rangée dans un tiroir que l'on ouvre rarement. Il se sentit fier d'avoir eu le courage de partir, de ne pas s'être obstiné là où il n'y avait pas de réciprocité. Le week-end suivant, il emmena Catherine et les filles voir leur nouvelle maison. Ils se promenèrent le long du lac, jouèrent dans le parc, dînèrent dans un petit restaurant chaleureux. Les filles riaient aux éclats. Catherine le regardait avec une affection tranquille, pleine de gratitude mutuelle. Cette nuit-là, en les couchant, l'une des filles lui demanda « Papa, tu es heureux ?» Il sourit et répondit avec fermeté « Oui, plus que je n'aurais jamais imaginé l'être. » Un jour, alors qu'il donnait à manger aux filles dans la cuisine, il reçut une notification sur son téléphone. C'était un email de Rebecca, simple, sans drame. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle suivait son parcours de loin et que, malgré tout, elle lui souhaitait le meilleur. Elle raconta qu'elle avait divorcé de David. Elle disait avoir confondu le besoin avec l'amour et avoir mis beaucoup de temps à se pardonner. Elle ne demandait pas à revenir, elle le remerciait simplement d'être allé de l'avant. James lut le tout en silence. Il ne répondit pas, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Cela appartenait à un autre temps. La vie avait suivi son cours. De la fin d'un mariage étouffé par le silence, il avait construit une famille entière, pleine de vérité, et il avait appris que la renaissance ne fleurit que lorsqu'on cesse d'attendre des excuses et qu'on commence à s'offrir la paix. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois!